Honneur de père, honneur de roi. Chaque tournoyeur se trouvait dans le pavillon de drap brodé où flottait sa bannière et s'y faisait équiper. D'abord les choses de maille auxquelles on fixait les éperons, puis les plaques de fer qui couvraient les jambes et les bras, ensuite le haubert de cuir épais par-dessus lequel on revêtait l'armure de corps, sorte de tonnelet de fer, articulé ou bien d'une seule pièce selon les préférences. Venait ensuite la cervelière de cuir pour protéger des chocs du heaume et le heaume lui-même, empanaché ou surmonté d'emblèmes et qui se lassait au col du haubert par des lanières de cuir. Par-dessus l'armure, on passait la cotte de soie de couleur éclatante, longue, flottante, avec d'immenses manches festonnées qui pendaient aux épaules et des armoiries brodées sur la poitrine. Enfin, le chevalier recevait l'épée au tranchant émoussé, l'écu, targe ou rondache. Dehors, le destrier attendait, couvert d'une housse armoriée, mâchant son mors à longues branches et le frontal protégé d'une plaque de fer sur laquelle était fixé, comme sur le heaume du maître, un aigle, un dragon, un lion, une tour ou un bouquet de plumes. Des valets d'armes tenaient les 3 lances épointées dont chaque tournoyeur disposait, ainsi qu'une masse assez légère pour n'être pas meurtrière. Les gens de noblesse se promenaient entre les pavillons, venaient assister au harnachement des champions, adresser aux amis les derniers encouragements. Le petit prince Jean, fils aîné du roi, contemplait avec admiration ses préparatifs, et Jean le Fol, qui l'accompagnait, faisait des grimaces sous son bonnet à marotte. La foule populaire, nombreuse, était tenue à distance par une compagnie d'archers. Elle verrait surtout de la poussière, car depuis 4 jours que les jouteurs piétinaient les lices, l'herbe était morte, et le sol bien qu'arrosé se transformait en poudre. Avant même que d'être à cheval, les tournoyeurs ruisselaient sous leurs harnois, dont les plaques de fer chauffaient au grand soleil de juillet. Ils perdraient bien 4 livres dans la journée. Les héros passaient en criant « Lassez haume, seigneur chevalier, et hissez bannière pour convoyer la bannière du chef !» Les échafauds s'étaient emplis, et les juges diseurs, parmi lesquels le connétable, messire Mills de Noailles et le duc de Bourbon, se trouvaient à leur place dans la tribune centrale. Les trompes retentirent. Les tournoyeurs, aidés par leurs valets, montèrent pesamment à cheval et se rendirent, qui devant la tente du roi de France, qui devant la tente du roi de Bohême, pour se former en cortège, 2 par 2, chaque chevalier suivi de son porte-bannière, jusqu'aux lices, où ils firent leur entrée. Des cordes séparaient l'enclos par moitié dans le sens de la largeur. Les 2 parties se rangèrent face à face. Après de nouvelles sonneries de trompettes, le roi d'armes s'avança pour répéter une dernière fois les conditions du tournoi. Enfin, il cria « Coupez corde, hurlez bataille, quand vous voudrez !» Le duc de Bourbon n'entendait jamais ce cri sans un certain malaise, car c'était celui qu'autrefois poussait son père Robert de Clermont, le 6e fils de Saint-Louis, dans les crises de démence qui le saisissaient soudain au milieu d'un repas ou d'un conseil royal. Le duc lui-même préférait être juge plutôt que combattant. Les hommes préposés avaient levé leurs haches, les cordes se rompirent. Les porte-bannières quittèrent les rangs. Les valets à cheval, armés de tronçons de lance qui n'avaient pas plus de 3 pieds, s'alignèrent contre la main courante, prêts à se porter au secours de leur maître. Puis la terre trembla sous les sabots de 200 chevaux lancés au galop les uns contre les autres, et la mêlée s'engagea. Les dames, debout dans les tribunes, criaient en suivant des yeux le heaume de leur chevalier préféré. Les juges étaient attentifs à distinguer les coups échangés afin de désigner les vainqueurs. Le choc des lances, des étriers, des armures, de toute cette ferraille produisait un vacarme infernal, la poussière faisait écran au soleil. Dès le premier affrontement, 4 chevaliers furent jetés à bas de leur destrier et 20 autres eurent leurs lances rompues. Les valets, répondant aux appels qui sortaient par l'aventail des heaumes, coururent porter des lances neuves aux tournoyeurs désarmés et relever les désarçonnés qui gigotaient comme des crabes retournés. L'un d'eux avait la jambe brisée et 4 hommes durent l'emporter. Mills de Noailles était maussade, et bien que juge diseur, ne s'intéressait qu'assez vaguement au spectacle. En vérité, on lui faisait perdre son temps. Il avait à présider aux travaux de la Chambre des comptes, contrôler les arrêts du Parlement, veiller à l'administration générale du royaume, et pour complaire au roi, il fallait se tenir là, à regarder des hurleurs casser des lances de frêne. Il cachait peu ses sentiments. « Tous ces tournois coûtent trop cher. Ce sont profusions inutiles et que le peuple blâme, disait-il à ses voisins. Le roi n'entend pas ces sujets parler dans les bourgs et les campagnes. Lorsqu'il passe,
Il ne voit que Jean Courbet à lui baiser les pieds, mais moi, je sais bien ce que me rapportent les baillis et les prévôts. Vaines dépenses d'orgueil et de futilité, et pendant ce temps, rien ne se fait. Les ordonnances demeurent assignées pendant 2 semaines. On ne tient conseil que pour décider qui sera roi d'armes ou chevalier d'honneur. La grandeur d'un royaume ne se mesure pas à ces simulacres de chevalerie. Le roi Philippe le Bel le savait bien, qui, d'accord avec le pape Clément, avait fait interdire les tournois. Le connétable Raoul de Brienne, la main en visière pour observer la mêlée, répondit « Certes, vous ne parlez point à tort, messire, mais vous négligez cet aspect du tournoi, qu'il est un bon entraînement à la guerre. »« Quelle guerre ?» dit Mills de Noyer. « Croyez-vous donc qu'on s'en ira en guerre avec ces gâteaux de noces sur la tête et ces manches festonnées qui pendent de 2 aunes? Les joutes, oui, je vous le concède, entretiennent l'habileté au combat, mais le tournoi, depuis qu'il ne se fait plus en armure de guerre et que le chevalier ne porte plus le poids véritable, a perdu tout sens. Il est même funeste. Car nos jeunes écuyers qui n'ont jamais servi à l'ost croiront qu'à l'ennemi les choses se passent de pareille façon et qu'on attaque seulement quand on crie « coupez corde ». Oh. Mills de Noyer pouvait parler avec autorité, car il avait été maréchal à l'armée du temps que son parent Gaucher de Châtillon débutait en la charge de connétable et que Brienne s'exerçait encore à la quintaine. « Il est bon également que nos seigneurs apprennent à se connaître pour la croisade », dit le duc de Bourbon d'un air entendu. Mills de Noyer haussa les épaules. Cela convenait bien au duc, ce couard légendaire, de prôner la croisade. Mais Sir Mills était là de veiller aux affaires de la France sous un souverain que tous s'accordaient à juger admirable et que lui, par longue expérience du pouvoir, tenait pour peu capable. Une certaine fatigue survient à poursuivre des efforts dans une voie que personne n'approuve, et Mills, qui avait commencé sa carrière à la cour de Bourgogne, se demandait s'il n'allait pas bientôt y retourner. Mieux valait administrer sagement un duché que follement un royaume. Or, le duc Eudes, la veille, lui avait fait une invite en ce sens. Il chercha du regard le duc dans la mêlée et vit qu'il gisait au sol, renversé par Robert d'Artois. Alors, Mills de Noyer reprit intérêt au tournoi. Tandis que le duc Eudes était replacé debout par ses valets, Robert descendait de cheval et offrait à son adversaire le combat à pied. Masse et épée en main, les 2 tours de fer s'avancèrent l'une vers l'autre, d'un pas un peu titubant, pour s'accabler de coups. Mills surveillait Robert d'Artois, prêt à le disqualifier au premier manquement. Mais Robert observait les règles, n'attaquait pas plus bas que la ceinture, ne frappait que de taille. De sa masse d'armes, il martelait le heaume du duc de Bourgogne, écrasant le dragon qui le surmontait. Et bien que la masse ne pesât qu'1 livre, l'autre devait en avoir le crâne rudement ébranlé, car il commençait à mal se défendre et son épée battait l'air plus qu'elle ne touchait Robert. En voulant esquiver, Eudes de Bourgogne perdit l'équilibre. Robert lui posa un pied sur la poitrine et la pointe de son épée au lassage du heaume. Le duc cria merci. Il s'était rendu et devait quitter le combat. Robert se fit remonter en selle et passa au galop fièrement devant les tribunes. Une dame enthousiaste arracha sa manche, que Robert cueillit du bout de la lance. « Monseigneur Robert devrait ces jours-ci montrer moins de superbe, » dit Mills de Noyer. « Bah, » dit Raoul de Brienne, « le roi le protège. »« Jusqu'à quand ?» répliqua Mills de Noyer. « Madame Mao semble avoir trépassé un peu vite, et Madame Jeanne la veuve également, et puis il y a cette Béatrice d'Hirson, leur dame de parage qui a disparu, et que sa famille vainement recherche. Le duc de Bourgogne agira sagement en faisant goûter ses plats. » « Vous avez bien changé de sentiment à l'égard de Robert. L'autre année, vous lui paraissiez tout acquis. »« C'est que l'autre année, je n'avais pas encore à instruire son affaire dont je viens de diriger la seconde enquête. »« Ah, voici messire de Hainaut qui attaque, » dit le connétable. Jean de Hainaut, qui secondait le roi de Bohême, se dépensait follement. Il n'était pas de seigneur important dans le parti du roi de France qu'il ne fût venu défier. Dès à présent, on savait qu'il recevrait le trophée du vainqueur. Le tournoi dura une pleine heure, au bout de laquelle les juges firent sonner à nouveau les trompettes, ouvrir les barrières et disjoindre les rangs. Une dizaine de chevaliers et écuyers d'Artois, néanmoins, semblaient n'avoir pas entendu le signal et assommaient avec entrain 4 seigneurs bourguignons dans un coin des lices. Robert n'était pas parmi eux, mais certainement avait inspiré quelques-uns de ses partisans. La bagarre risquait de tourner au massacre. Le roi Philippe VI fut obligé de se faire déhaumer et tête nue pour être reconnu, il alla à l'admiration de tous séparer les acharnés.
Précédés des héros et des sonneurs, les deux troupes se reformèrent en cortège pour sortir de l'arène. Ce n'était plus qu'armures faussées, cottes en lambeaux, peintures écaillées, chevaux boiteux sous des housses déchirées. La rencontre se soldait par un mort et quelques estropiés à vie. Outre messire Jean de Hainaut, auquel irait le prix offert par la reine, tous les tournoyeurs recevraient en souvenir un présent, à nappe de vermeil, coupe ou écuelle d'argent. Dans leurs pavillons aux portières relevées, les seigneurs se déharnachaient, montrant des visages bouillis, des mains écorchées à la jointure des gantelets, des jambes tuméfiées. En même temps, on échangeait des commentaires. « Mon homme s'est faussé au tout début, c'est ça qui m'a gêné. Si le sire de Courgeant ne s'était pas jeté à votre rescousse, vous auriez vu, l'ami. Le duc Eudes n'a pas su tenir longtemps devant monseigneur Robert. Ah, Brécy s'est bien comporté, je le reconnais. » Rire, courroux, halètement de fatigue, les tournoyeurs se dirigeaient vers les étuves installées dans une grange voisine et entraient au baquet préparé les princes d'abord, puis les barons, puis les chevaliers et les écuyers en dernier. Il existait entre eux cette familiarité amicale et solide que créent les compétitions physiques, mais on devinait aussi quelques rancunes tenaces. Philippe VI et Robert d'Artois trempaient dans 2 cuves jumelles. « Beau tournoi, disait Philippe. « Ah, mon frère, il faut que je te parle. »« Sire, mon frère, je suis tout à t'entendre. » La démarche qu'il avait à faire coûtait visiblement à Philippe. Mais pour parler cœur à cœur avec son cousin, son beau-frère, son ami de jeunesse et de toujours, quel meilleur moment pouvait-il trouver que celui-ci, où ils venaient de tournoyer ensemble, et où les cris qui emplissaient la grange, les grandes claques que les chevaliers s'appliquaient sur les épaules, les clapotis d'eau, la buée qui s'élevait des cuves, isolaient parfaitement leur entretien. « Robert, ton procès est mauvais, parce que tes lettres sont fausses. » Robert dressa au-dessus du baquet ses cheveux rouges, ses joues rouges. « Non, mon frère, elles sont vraies !» Le roi prit un visage désolé. « Robert, je t'en conjure, ne t'obstine pas en une si mauvaise voie. J'ai fait pour toi le plus que j'ai pu et contre l'avis de beaucoup, tant dans ma famille que dans mon conseil. Je n'ai accepté de remettre l'Artois à la duchesse de Bourgogne que sous réserve de tes droits. J'ai imposé pour gouverner Ferry de Piquigny, un homme à toi dévoué. Et j'ai offert à la duchesse que l'Artois lui soit racheté pour t'être remis. »« Il n'était pas besoin de racheter l'Artois puisqu'il est à moi !» Devant tant d'obstination butée, Philippe VI eut un geste d'irritation. Il cria à son chambrier « Trousseau, un peu plus d'eau fraîche, je te prie. » Puis il poursuivit. « Ce sont les communes d'Artois qui n'ont pas voulu payer le prix pour changer de maître. Qui puis-je ? L'ordonnance d'ouvrir ton procès attend depuis 1 mois. Depuis 1 mois, je refuse de la signer parce que je ne veux pas que mon frère soit confronté à de basses gens qui vont le souiller d'une boue dont je ne suis pas sûr qu'il ne se puisse laver. Chaque homme est faillible. Nul d'entre nous n'a commis que de louables choses. Tes témoins ont été payés ou menacés. Ton notaire a parlé. Les faussaires sont écroués et leurs aveux recueillis d'avoir écrit tes lettres. »« Elles sont vraies !» répéta Robert. Philippe VI soupira. Que d'efforts faut-il faire pour sauver un homme malgré lui ? « Je ne dis pas, Robert, que tu en sois vraiment coupable. Je ne dis pas, comme on le prétend, que tu aies mis la main à ces lettres. On te les a apportées, tu les as crues bonnes. Tu as été trompé. » Robert, dans son baquet, contractait les mâchoires. « Peut-être même, continua Philippe, est-ce ma propre sœur, ton épouse, qui t'a abusé ? Les femmes ont de ces faussetés, parfois, croyant nous servir. Fausseté est leur nature. Vois la mienne, qui n'a pas répugné à dérober mon sceau. »« Oui, les femmes sont fausses, dit Robert avec colère. Tout cela est manège de femmes, monté entre ton épouse et sa belle-sœur de Bourgogne. Je ne connais point les villes gens dont on m'oppose les aveux extorqués. » « Je veux également tenir pour calomnie, reprit plus bas Philippe, ce qu'on dit de la mort de ta tante. »« Bah, elle avait dîné chez toi !»« Mais sa fille n'y avait pas dîné quand elle trépassa en 2 jours. »« Je n'étais pas le seul ennemi qu'elle se fût acquis en leur mauvaise vie, » répondit Robert d'un ton de feinte indifférence. Il sortit de la cuve et réclama des toiles pour se sécher. Philippe en fit autant. Ils étaient l'un devant l'autre, nus, la peau rose et fortement velus. Leur serviteur attendait à quelques pas, avec les vêtements d'apparat sur les bras. « Robert, j'attends ta réponse, » dit le roi. « Quelle réponse ? » Que tu renonces à l'Artois
pour que je puisse éteindre l'affaire. Et pour que tu puisses aussi reprendre la parole que tu m'avais donnée avant d'être roi, sire mon frère, aurais-tu donc oublié qui t'a porté au trône? Qui t'a rallié les pairs? Qui t'a gagné ton sceptre? Philippe de Valois prit Robert par les poignets et le regardant droit dans les yeux. Si j'avais oublié, Robert, crois-tu que je parlerais en ce moment comme je le fais? Pour la dernière fois, renonce. Jamais! Répondit le géant en secouant la tête. C'est au roi que tu refuses. Oui, sire, au roi que j'ai fait. Philippe desserra les doigts. Alors si tu ne veux point sauver ton honneur de père, dit-il, moi, je veillerai à sauver mon honneur de roi. Les Ptoléméis. Faites-moi pardon, monseigneur, de ne pouvoir me lever pour mieux vous accueillir, dit Spinello Toloméi d'une voix haletante à l'entrée de Robert d'Artois. Le vieux banquier était allongé sur un lit dressé dans son cabinet de travail. Une couverture légère laissait deviner la forme de son gros ventre et de sa poitrine amenuisée. Une barbe de 8 jours semblait sur ses joues effondrées comme un dépôt de sel, et sa bouche bleuie cherchait l'air. Mais de la fenêtre donnant sur la rue des Lombards ne venait aucune fraîcheur. Paris cuisait sous le soleil d'un après-midi d'août. Il ne restait plus beaucoup de vie dans le corps de messer Toloméi, plus beaucoup de vie dans le regard de son seul œil ouvert, qui n'exprimait rien qu'un mépris fatigué, comme si 80 années d'existence avaient été un bien inutile effort. Autour du lit se tenaient 4 hommes au teint basané, aux lèvres minces, aux yeux luisants comme des olives noires, et tous vêtus également de robes sombres. « Mes cousins, Tolomeo Tolomei, Andrea Tolomei, Giacomo Tolomei, dit le moribond en les désignant. Et puis, vous connaissez mon neveu, Guccio Baglioni. » À 35 ans, les tempes de Guccio étaient déjà blanches. « Ils sont tous venus de Sienne pour me voir mourir, et aussi pour d'autres choses, » ajouta lentement le vieux banquier. Robert d'Artois, en chose de voyage, le buste un peu penché sur le siège qu'on lui avait avancé, regardait le vieillard avec cette fausse attention des gens qu'obsède un très grave souci. « Monseigneur d'Artois est un ami, j'ose le dire, » reprit Toloméi à l'adresse de ses parents. « Tout ce qu'on pourra faire pour lui doit être fait. Il nous a sauvés souvent, et il n'a pas dépendu de lui cette fois. » Comme les cousins siennois n'entendaient guère le français, Guccio leur traduisit rapidement les paroles de l'oncle, et les cousins hochèrent d'un même mouvement leur face sombre. « Mais si c'est d'argent que vous avez nécessité, monseigneur, hélas, malgré tout mon dévouement pour vous, nous ne pouvons rien. Vous savez trop pourquoi. » On sentait que Spinello Toloméi économisait ses forces. Il n'avait pas besoin de s'étendre longuement. À quoi bon commenter la situation dramatique où se débattaient depuis quelques mois les banquiers italiens? En janvier, le roi avait rendu une ordonnance par laquelle tous les Lombards se voyaient menacés d'expulsion. Ce n'était pas la chose nouvelle. Chaque règne, en ces moments difficiles, brandissait la même menace et raflait aux Lombards une part de leur fortune en les obligeant à racheter leurs droits de séjour. Pour compenser la perte, les banquiers augmentaient pendant 1 an le taux d'usure, mais l'ordonnance cette fois s'accompagnait d'une plus grave mesure. Toutes les créances que les Italiens détenaient sur les seigneurs français se trouvaient, de par la volonté royale, annulées. Et il était interdit aux débiteurs de s'acquitter si même ils en avaient le vouloir ou la possibilité. Des sergents royaux, montant la garde aux portes des comptoirs, faisaient rebrousser chemin aux honnêtes clients qui venaient rembourser. Les banquiers italiens en auraient pleuré. Et cela parce que la noblesse s'est trop endettée pour ses folles fêtes, pour tous ces tournois où elle veut briller devant le roi. Même sous Philippe le Bel, nous ne fûmes pas traités de cette façon. « J'ai plaidé pour vous, » dit Robert. « Je sais, monseigneur. Vous avez toujours défendu nos compagnies. Mais voilà, vous n'êtes guère mieux en grâce que nous à présent. Nous pouvions croire que les choses s'arrangeraient comme les autres fois, mais avec la mort de Massi dei Massi, le dernier coup nous a été porté. » Le vieil homme tourna son regard vers la fenêtre et se tut. Macci dei Macci, l'un des plus grands financiers italiens en France, auquel Philippe VI, depuis le début de son règne, avait confié sur le conseil de Robert l'administration du Trésor, venait d'être pendu la semaine précédente,
après jugement sommaire. Guccio Baglioni, la voix chargée de colère contenue, dit alors « Un homme qui avait mis tout son labeur, toute son astuce au service de ce royaume. Il se sentait plus français que s'il était né sur la Seine. S'est-il enrichi en son office davantage que ceux qui l'ont fait pendre? C'est toujours sur les Italiens qu'on frappe, parce qu'ils n'ont pas moyen de se défendre. » Les cousins siennois captaient ce qu'ils pouvaient du discours. Au nom de Maci dei Maci, leurs sourcils étaient remontés jusqu'au milieu du front et les paupières fermées. Ils avaient émis une même lamentation de gorge. « Tholomyès, dit Robert d'Artois, je ne viens pas vous emprunter de l'argent, mais vous priez de m'en prendre. » Si affaibli qu'il fût, Messer Tholomyès releva légèrement le torse, tant l'annonce était surprenante. « Oui, reprit Robert, je voudrais vous remettre tout mon trésor de monnaie contre des lettres de change. Je pars, je quitte le royaume. » « Vous, monseigneur, votre procès va-t-il si mal? Le jugement a-t-il été rendu contre vous? » « Il va l'être dans 4 semaines. Sais-tu, banquier, comment me traite ce roi dont j'ai épousé la sœur, et qui jamais sans moi n'eût été roi? Il a envoyé son bailli de Gisors corner à la porte de tous mes châteaux à Conches, à Beaumont, à Orbec, qu'il m'ajournait pour la Saint-Michel devant son lit de justice. Fin de justice, où l'arrêt contre moi est déjà rendu. Philippe a mis tous ses chiens à mes trousses. Sainte-Maure, son mauvais chancelier, Forget, son trésorier voleur, Mathieu de Trie, son maréchal, Émile de Noyer, pour leur faire la voix. Les mêmes qui se sont alliés contre vous, les mêmes qui ont pendu votre ami Mâche des Mâches. C'est la Male-Reine, c'est la Boiteuse qui a gagné, c'est la Bourgogne qui l'emporte et la Villénie. Ils ont jeté en geôle mes notaires, mon aumônier, et tourmenté mes témoins pour les obliger à se renier. Eh bien, qu'ils me jugent! Je ne serai pas là, ils m'ont volé l'Artois, qu'ils me honnissent à loisir. Ce royaume ne m'est plus rien, et son roi est mon ennemi. Je m'en vais hors des frontières pour lui faire tout le mal que je pourrais. Demain, je suis à Conches pour envoyer mes chevaux, ma vaisselle, mes joyaux et mes armes vers Bordeaux et les mettre sur un vaisseau d'Angleterre. Ils veulent saisir et mon corps et mes biens, et ils ne me prendront pas. » « Est-ce en Angleterre que vous allez, monseigneur? » demanda Tholomyès. « Je demande d'abord refuge à ma sœur, la comtesse de Namur. »« Votre épouse part-elle avec vous? » ?»« Mon épouse me rejoindra plus tard. Alors voilà, banquier, mon trésor de monnaie, contre lettres de change, sur vos comptoirs de Hollande et d'Angleterre. Et gardez pour vous 2 livres sur 20. » Tholomyès déplaça un peu sa tête sur l'oreiller et entama avec son neveu et ses cousins une conversation en italien dans laquelle Robert ne saisissait que des bribes. Il captait des mots, debito, rimborso, deposito, en acceptant l'argent d'un seigneur français. La compagnie des Tholomyès ne contrevenait-elle pas à l'ordonnance? Non, puisqu'il ne s'agissait pas d'un règlement de dette, mais d'un deposito. Puis Tholomyès tourna de nouveau vers Robert d'Artois son visage de sel et ses lèvres bleuies. « Nous aussi, monseigneur, nous partons. Ou plutôt, eux partent, » dit-il en désignant ses parents. « Ils vont emporter tout ce que nous avons ici. Nos compagnies en ce moment sont divisées. Les Bardi, les Peruzzi hésitent. Ils pensent que le pire est passé et qu'encourment un peu les Chines. Ils sont comme les Juifs, qui font toujours confiance aux lois et croient qu'on les tiendra quitte lorsqu'ils auront payé leur rouelle. Ils paient la rouelle et ensuite on les mène au bûcher. Alors les Tholomyès, eux, s'en vont. Ce départ causera quelques surprises, car nous emportons en Italie tout l'argent qui nous a été confié. Le plus gros en est déjà acheminé. Puisqu'on refuse de nous payer les dettes, eh bien, nous emportons les dépôts. » Une dernière expression de malice glissa sur les traits effondrés du vieil homme. « Je ne laisserai à la terre de France que mes os, qui sont petites richesses, » ajouta-t-il. « La France, en vérité, ne nous a pas été bonne, » dit Guccio Baglioni. « Et quoi? Elle t'a donné un fils. Ce n'est pas si mal. »« C'est vrai, dit Robert d'Artois. Vous avez un garçon. Ah, il pousse bien. »« Grand merci, monseigneur, répondit Guccio. Oui, il est bientôt plus haut que moi, il a 15 ans, et il montre peu de goût pour de la banque. »« Il y viendra, dit le vieillard. Alors, monseigneur, nous acceptons. Confiez-nous votre trésor de monnaie,
nous le ferons sortir et vous remettrons lettre de change pour le montant sans en rien retenir. La monnaie fraîche est toujours serviable. » « Je t'en sais gré, Ptolémée. Mes coffres seront portés à la nuit. » Quand l'argent commence à fuir un royaume, le bonheur de ce royaume est mesuré. Vous aurez votre revanche, monseigneur. Je ne la verrai point, mais je vous le dis, vous aurez votre revanche. L'œil gauche, habituellement clos, s'était ouvert. Ptolémée le regardait des deux yeux, le regard de la vérité, enfin. Et Robert d'Artois se sentit l'âme toute remuée, parce qu'un vieux Lombard, qui allait bientôt mourir, l'observait intensément. « Ptolémée, j'ai vu des hommes courageux lutter jusqu'au bout, en bataille. Tu es aussi courageux qu'eux, à ta manière. » Un sourire triste passa sur les lèvres du banquier. « Ce n'est point du courage, monseigneur. Ah, au contraire, si je ne faisais pas de banque, j'aurais si peur en ce moment. » Sa main amaigrie se leva de la couverture et fit signe à Robert d'approcher. Robert se pencha comme pour recueillir une confidence. « Monseigneur, » dit Ptolémée, « laissez-moi bénir mon dernier client. » Et il traça du pouce un signe de croix sur les cheveux du géant, ainsi que les pères italiens ont coutume de le faire au front de leurs fils lorsqu'ils partent pour un long voyage. Le lit de justice. Au centre d'une estrade à degrés, sur un siège aux bras terminés par des têtes de lion, Philippe VI était assis, couronne en tête et revêtu du manteau royal. Une grande broderie de soie aux armes de France ondulait au-dessus de lui. Il se penchait de temps à autre, tantôt à sa gauche, vers son cousin le roi de Navarre, tantôt à sa droite, vers son parent le roi de Bohême, pour les prendre à témoin du regard et leur faire apprécier combien sa mansuétude avait été longue. Le roi de Bohême secouait sa belle barbe châtaine d'un air à la fois confondu et indigné. Se pouvait-il qu'un chevalier, un pair de France, comme l'était Robert d'Artois, un prince à la fleur de lys, se fût conduit de telle façon, eût mis la main à d'aussi sordides entreprises, que celle en ce moment énumérée se fût compromis avec des gens d'aussi méchante espèce. Au rang des pères laïcs, on voyait siéger pour la première fois l'héritier du trône, le prince Jean, anormalement grand pour ses 13 ans, enfant au regard sombre et lourd, au menton trop long, et que son père venait de créer duc de Normandie. À la suite du jeune prince se trouvait le comte d'Alençon, frère du roi, les ducs de Bourbon et de Bretagne, le comte de Flandre, le comte d'Étampes. Il y avait 2 tabourets vides, celui du duc de Bourgogne, qui ne pouvait siéger, étant parti dans le procès, et celui du roi d'Angleterre, lequel ne s'était même pas fait présenter. Parmi les pairs ecclésiastiques, on reconnaissait monseigneur Jean de Marigny, comte-évêque de Beauvais, et Guillaume de Trie, duc archevêque de Reims. Pour donner plus de solennité encore à ce lit de justice, le roi y avait convoqué les archevêques de Sens et d'Aix, les évêques d'Arras, d'Autun, de Blois, de Forez, de Vendôme, le duc de Lorraine, le comte Guillaume de Hainaut et son frère Jean, et tous les grands officiers de la couronne, le connétable, les 2 maréchaux, Mills de Noyer, les sires de Châtillon, de Soyecourt, de Garancière, qui était du conseil étroit, et bien d'autres encore, assis en retour de l'estrade le long des murs de la grande salle du Louvre, où se tenait l'audience. À même le sol, les jambes repliées sur des carreaux d'étoffe, étaient entassés les maîtres des requêtes et conseillers au Parlement, les clercs de justice et ecclésiastiques de petit rang. Debout, en face du roi, à 6 pas, le procureur général Simon de Bussy, entouré des commissaires d'enquête, lisait depuis 2 heures les feuillets de son réquisitoire, le plus long qu'il ait eu à prononcer en toute sa carrière. Il avait dû reprendre tout l'historique de l'affaire d'Artois, dont l'origine remontait à la fin de l'autre siècle, rappeler les premiers procès de 1309, l'arrêt rendu par Philippe le Bel, la rébellion armée de Robert contre Philippe le Long en 1316, le second jugement de 1318, pour parvenir à la procédure présente, au faux serment d'Amiens, à l'enquête, à la contre-enquête, aux innombrables dépositions recueillies, aux subornations de témoins, à la fabrication des faux, aux arrestations de complices. Tous ces faits mis en lumière l'un après l'autre, expliqués et commentés dans leur enchaînement, leur engrenage compliqué, constituaient non seulement l'un des plus grands procès de droit privé et maintenant de droit criminel jamais plaidés, mais encore intéressaient directement l'histoire du royaume sur une période d'1/4 de siècle.
L'assistance était à la fois fascinée et stupéfaite par les révélations du procureur, fascinée parce qu'elle découvrait la vie secrète du grand baron devant lequel hier tous tremblaient encore, dont chacun cherchait à devenir l'ami et qui avait si longtemps décidé de toutes choses en la nation de France. La dénonciation des scandales de la Tour de Nesle, l'emprisonnement de Marguerite de Bourgogne, l'annulation du mariage de Charles IV, la guerre d'Aquitaine, le renoncement à la croisade, le soutien donné à Isabelle d'Angleterre, l'élection de Philippe VI, Robert avait été l'âme de tout cela. Créant l'événement où le dirigeant, mais toujours mu par une seule pensée, un seul intérêt, l'Artois, l'héritage d'Artois. Combien étaient-ils parmi les présents qui devaient leur titre, leur fonction, leur fortune à ce parjure, ce faussaire, ce criminel, à commencer par le roi lui-même. La place de l'accusé était symboliquement occupée dans le prétoire par 2 sergents d'armes soutenant un grand panonceau de soie où figurait l'écu de Robert, semé de France, aux lambelles de 4 pendants de gueules, chaque pendant chargé de 3 châteaux d'or. Et chaque fois que le procureur prononçait le nom de Robert, il se tournait vers le panonceau comme s'il désignait la personne. Il en était arrivé à la fuite du comte d'Artois. Nonobstant que l'ajournement lui ait été régulièrement signifié par maître Jean l'oncle, garde de l'abbaye de Gisors, en ses demeures ordinaires, ledit Robert d'Artois, comte de Beaumont, a fait défaut devant notre sire le roi et sa chambre de justice dûment convoquée au 29e jour de septembre. Or, il nous a été appris et confirmé de plusieurs parts que ledit Robert avait ses chevaux et son trésor sur un navire à Bordeaux embarqués et ses monnaies d'or et d'argent dirigées par moyens interdits hors du royaume et que lui-même, au lieu de se présenter devant la justice du roi, s'était retrait hors des frontières. Le 6 d'octobre 1331, la femme de Divion, reconnue coupable de nombreux méfaits, accomplis pour le service du dit Robert et le sien propre, dont au premier chef faux en écriture et contrefaçon de sceau, a été harcée brûlée à Paris en la place au pourceau, et ses os réduits en poudre, ceci par devant mes seigneurs le duc de Bretagne, le comte de Flandre, le sire Jean de Hainaut, le sire Raoul de Brienne, connétable de France, les maréchaux Robert Bertrand et Mathieu de Trie, et messire Jean de Milon, prévôt de Paris, qui a rendu compte au roi de l'exécution. Ceux qu'on venait de nommer baissèrent les yeux, et ils gardaient le souvenir de la Divion hurlant contre son poteau, et des flammes qui dévoraient sa robe de chanvre, et de la chair des jambes qui se gonflaient, qui éclataient sous la brûlure, le souvenir aussi de l'atroce odeur que le vent d'octobre leur renvoyait au visage. Ainsi avait fini la maîtresse de l'ancien évêque d'Arras. Les 12 et 14 d'octobre, maître Pierre d'Auxerre, conseiller, et Michel de Paris, bailli, ont signifié à madame de Beaumont, épouse du dit Robert, d'abord à Jouy-le-Châtel, puis à Conches, Beaumont, Orbec et Quatremar, ses demeures ordinaires, que le roi ajournait le dit pour juger le 14 de décembre. Or, le dit Robert, à cette date, a fait pour la seconde fois défaut. Par grand vouloir de mansuétude, notre sire le roi a donné nouvel ajournement à quinzaine de la fête de la Chandeleur, et pour que le dit Robert ne pût point l'ignorer, proclamation en fut faite d'abord dans la grande chambre du Parlement, ensuite à la table de marbre dans la grande salle du palais, et après portée à Orbec et Beaumont, et encore à Conches, par les mêmes maîtres Pierre d'Auxerre et Michel de Paris, où ils ne purent parler à la dame de Beaumont, mais dire leur proclamation à la porte de sa chambre, et à si haute voix qu'elle la put entendre. Chaque fois qu'on citait madame de Beaumont, le roi passait la main sur son visage, tordait un peu son grand nez charnu. C'était de sa sœur qu'il s'agissait. Au Parlement de justice, tenu par le roi et à la date citée, le dit Robert d'Artois n'a point comparu, mais s'est fait représenter par maître Henri, doyen de Bruxelles, et maître Thiébaut de Meaux, chanoine de Cambrai, avec procuration pour se présenter en sa place et proposer ses causes d'absence. Mais vu que l'ajournement était pour le lundi à quinzaine de la Chandeleur, et que la commission dont ils étaient porteurs désignée le mardi, pour cette raison leur commission ne put être reconnue valable, et défaut fut pour la 3e fois prononcé contre le défendeur. Or, il est su et notoire que durant ce temps, Robert d'Artois a voulu prendre refuge d'abord auprès de madame la comtesse de Namur, sa sœur. Mais le roi, notre sire, ayant donné défense à madame de Namur d'aider et de recueillir ce rebelle, elle a interdit au dit Robert son frère le séjour en ses états, et qu'ensuite, le dit Robert a voulu prendre refuge auprès de monseigneur le comte Guillaume sur ses états de Hainaut, mais qu'à l'instante demande du roi notre sire, monseigneur le comte de Hainaut a interdit de même au dit Robert le séjour en ses états.
Et encore, ledit Robert a demandé refuge et asile au duc de Brabant, lequel duc, prié par notre sire le roi de ne point faire droit à cette demande, a d'abord répondu que, n'étant pas vassal au roi de France, il pouvait accueillir qui lui plaisait, à sa convenance, mais ensuite le duc de Brabant a cédé aux remontrances, à lui présenter par monseigneur de Luxembourg, roi de Bohême, et s'est courtoisement conduit en chassant Robert d'Artois de son duché. Philippe VI se tourna et vers le comte de Hainaut et vers le roi de Bohême, leur adressant à chacun un signe d'amicale et triste gratitude. Philippe souffrait visiblement. Et il n'était pas le seul. Si coupable que fut Robert d'Artois, ceux qui l'avaient connu l'imaginaient errant de petite cour en petite cour, accueilli un jour, banni le lendemain, repartant plus loin pour être chassé encore. Pourquoi avait-il mis tant d'acharnement à sa propre perte, quand le roi jusqu'au bout lui avait ouvert les bras? Nonobstant que l'enquête fut close, après 76 témoins entendus dont 14 retenus aux prisons royales, et la justice du roi suffisamment éclairée, nonobstant que les charges énumérées fussent assez apparentes, notre sire le roi, par amitié ancienne, a fait savoir au dit Robert d'Artois qu'il lui donnait sauf-conduit pour rentrer au royaume et en ressortir s'il lui plaisait, sans qu'il lui soit causé de mal, ni à lui ni à ses gens, afin qu'il pût entendre les charges, présenter sa défense, reconnaître ses torts et obtenir sa grâce. Or, le dit Robert, loin de saisir cette offre de clémence, n'est point rentré au royaume, mais en ses divers séjours il s'est abouché à toutes sortes de mauvaises gens, bannis et ennemis du roi, et il a averti moult personnes qui l'ont répété de son intention de faire périr par glaive ou maléfice le chancelier, le maréchal de Trie et divers conseillers du roi notre sire, et enfin il a prononcé les mêmes menaces contre le roi lui-même. L'assistance bourdonna d'un long murmure indigné. Toutes ces choses susdites étant sues et notoires, vu que le dit Robert d'Artois a été ajourné une dernière fois par publication régulièrement faite à ce présent mercredi 8 avril avant Pâques fleuries, et que le citons à comparaître pour la 4e fois. Simon de Bussy s'interrompit et fit signe à un sergent massier, lequel prononça à très haute voix « Messire Robert d'Artois, comte de Beaumont-le-Roger, à comparaître !» Tous les regards se tournèrent instinctivement vers la porte, comme si l'accusé allait vraiment entrer. Quelques secondes passèrent, dans un silence total, puis le sergent frappa le sol de sa masse, et le procureur poursuivit. « Et constatons que le dit Robert fait défaut, en conséquence, au nom de notre sire le roi, requérons que le dit Robert soit déchu des titres, droits et prérogatives de père du royaume, ainsi que de tous ses autres titres, seigneuries et possessions, outre plus que ses biens, terres, châteaux, maisons et tous objets, meubles ou immeubles lui appartenant, soient confisqués et remis au trésor, pour qu'il en soit disposé selon la volonté du roi. Outre plus que ces armoiries soient détruites en présence des pairs et barons, pour ne jamais ne paraître plus sur bannière ou sur sceau, et sa personne a toujours banni des terres du royaume, avec interdiction à tout vassaux, alliés, parents et amis du roi notre sire, de lui donner abri. Enfin, requérons que la présente sentence soit à cri proclamée et à trompe aux carrefours principaux de Paris et spécifiée aux baillis de Rouen, Gisors, Aix et Bourges, ainsi qu'aux sénéchaux de Toulouse et de Carcassonne, pour qu'il en soit fait exécution de par le roi. Maître Simon de Bussy se tut. Le roi semblait rêver. Son regard erra un moment sur l'assemblée, puis, inclinant la tête d'abord à droite, ensuite à gauche, « Mes pères, votre conseil, dit-il. Si nul ne parle, c'est qu'il approuve. » Aucune main ne se leva, aucune bouche ne s'ouvrit. La paume de Philippe VI frappa la tête de lion au bras du fauteuil. C'est chose jugée. Le procureur alors commanda aux 2 sergents qui tenaient l'écusson de Robert d'Artois de s'avancer jusqu'au pied du trône. Le chancelier Guillaume de Saint-Maur, l'un de ceux que Robert dans son exil menaçait de mort, s'avança vers le panonceau, demanda le glaive d'un des sergents et attaqua le bord de l'étoffe. Puis, dans un long crissement de soie, l'écusson fut partagé. La pairie de Beaumont avait vécu. Celui pour lequel elle avait été instituée, le prince de France, descendant du roi Louis VIII, le géant à la force fameuse, aux intrigues infinies, n'était plus qu'un proscrit. Il n'appartenait plus au royaume sur lequel ses ancêtres avaient régné, et rien dans ce royaume ne lui appartenait plus. Pour les pairs et les seigneurs, pour tous ces hommes dont les armoiries étaient comme l'expression non seulement de la puissance, mais de l'existence, qui faisaient flotter ces emblèmes sur leurs toits, sur leurs lances, sur leurs chevaux, qui les brodaient sur leur propre poitrine, sur la cotte de leurs écuyers, sur la livrée de leurs valets, qui les peignaient sur leurs meubles, les gravaient sur leur vaisselle, en marquaient hommes, bêtes et choses, qui, à quelque degré dépendaient de leur volonté ou constituaient leur bien, cette déchirure, sorte d'excommunication laïque,
était plus infamante encore que le billot, la clé ou la potence. Car la mort efface la faute, et le déshonneur s'éteint avec le déshonoré. Mais tant qu'on est vivant, on n'a jamais toute partie perdue, se disait Robert d'Artois, errant hors de sa patrie sur des routes hostiles et se dirigeant vers de plus vastes crimes. Quatrième partie, le boute-guerre. Le proscrit. Pendant plus de 3 années, Robert d'Artois, comme un grand fauve blessé, rôda aux frontières du royaume. Parent de tous les rois et princes d'Europe, neveu du duc de Bretagne, oncle du roi de Navarre, frère de la comtesse de Namur, beau-frère du comte de Hainaut et du prince de Tarente, cousin du roi de Naples, du roi de Hongrie et de bien d'autres, il était à 45 ans un voyageur solitaire devant lequel les portes de tous les châteaux se fermaient. Il avait de l'argent à suffisance, grâce aux lettres de change des banquiers siennois, mais jamais un écuyer ne se présentait à l'auberge où il était descendu pour le prier à dîner chez le seigneur du lieu. Quelques tournois se donnaient-ils dans les parages? On se demandait comment éviter d'y convier Robert d'Artois, le banni, le faussaire, que naguère on eût installé à la place d'honneur. Et un ordre lui était délivré avec une déférence froide par le capitaine de ville. Monseigneur le comte suzerain le priait de porter plus loin ses pas. Car Monseigneur le comte suzerain, ou le duc, ou le margrave, ne voulait pas se brouiller avec le roi de France, et ne se sentait tenu à aucun égard envers un homme si déshonoré qu'il n'avait plus ni blason ni bannière. Et Robert repartait à l'aventure, escorté de son seul valet Gilles Ednel, un assez mauvais sujet qui, sans effort, eût mérité de se balancer aux fourches d'un gibet, mais qui vouait à son maître, comme l'ormait jadis, une fidélité sans limite. Robert lui donnait en compensation cette satisfaction plus précieuse que de gros gages, l'intimité avec un grand seigneur dans l'adversité. Combien de soirées, durant cette errance, ne passèrent-ils pas à jouer au dé, attablés à l'angle d'une mauvaise taverne? Et quand le besoin de gueuser les démangeait un peu, ils entraient ensemble en quelqu'un de ces Bordeaux qui étaient nombreux en Flandre et offraient bon choix de lourdes ribaudes. C'était en de tels lieux, de la bouche de marchands qui revenaient des foires, ou de maquerelles qui avaient fait parler les voyageurs, que Robert apprenait les nouvelles de France. À l'été 1332, Philippe VI avait marié son fils Jean, duc de Normandie, à la fille de Bohême, Bonne de Luxembourg. « Voilà donc pourquoi Jean de Luxembourg m'a fait expulser de chez son parent de Brabant, » se disait Robert. « Voilà de quel prix on a payé ses services. » Les fêtes données pour ces noces à Melun avaient à ce qu'on racontait dépassé en splendeur tout autre dans le passé. Et Philippe VI avait profité de ce grand rassemblement des princes et de noblesse pour faire coudre solennellement la croix sur son manteau royal. Car la croisade, cette fois, était décidée. Pierre de la Palude, patriarche de Jérusalem, l'avait prêchée à Melun, tirant les larmes aux 6000 invités de la noce, dont 1800 chevaliers d'Allemagne. L'évêque Pierre Roger la prêchait à Rouen, dont il venait de recevoir le diocèse après ceux d'Arras et de Sens. Le passage général était décidé pour le printemps 1334. On hâtait la construction d'une grande flotte dans les ports de Provence, à Marseille, à Aigues-Mortes, et déjà l'évêque Marigny voguait, chargé d'aller porter défi au Soudan d'Égypte. Mais si les rois de Bohême, de Navarre, de Majorque, d'Aragon qui vivaient à la table de Philippe, si les ducs, comtes et grands barons, ainsi qu'une certaine chevalerie éprise d'aventure, avaient suivi avec enthousiasme l'exemple du roi de France, la petite noblesse de terroir montrait, elle, moins d'empressement à saisir les croix de drap rouge tendues par les prédicateurs et à s'embarquer pour les sables d'Égypte. Le roi d'Angleterre, pour sa part, pressait l'instruction militaire de son peuple, mais ne donnait aucune réponse touchant les projets vers la Terre Sainte. Et le vieux pape Jean XXII, d'ailleurs en grave querelle avec l'université de Paris et son recteur Buridan sur les problèmes de la vision béatifique, faisait la sourde oreille. Il n'avait accordé à la croisade qu'une bénédiction réticente et il rechignait au partage des frais. En revanche, les marchands d'épices, d'encens, de soieries, de reliques, les fabricants d'armures et les constructeurs de bateaux poussaient beaucoup à l'entreprise. Philippe VI avait déjà organisé la régence, pour la durée de son absence,
et fait jurer aux pairs, aux barons, aux évêques, s'ils venaient à trépasser outre-mer, qu'ils obéiraient en tout à son fils Jean et lui remettraient sans discussion la couronne. « C'est donc que Philippe n'est point tellement assuré de sa légitimité, pensait Robert d'Artois, s'il engage à reconnaître son fils dès à présent. » Accoudé devant un pot de bière, Robert n'osait pas dire à ses informateurs de rencontre qu'il connaissait tous les grands personnages dont il lui parlait. Il n'osait pas dire qu'il avait jouté contre le roi de Bohême, procuré la mitre à Pierre Roger, qu'il avait fait sauter le roi d'Angleterre sur ses genoux et dîner à la table du pape. Mais il notait tout pour en faire un jour son profit. La haine le soutenait. Aussi longtemps qu'en lui resterait la vie, aussi longtemps resterait la haine. En quelque endroit qu'il prit auberge, c'était la haine qui l'éveillait avec le premier rayon du jour, filtrant entre les volets d'une chambre inconnue. La haine était le sel de ses repas, le ciel de sa route. On dit que les hommes forts sont ceux qui savent reconnaître leurs torts. Il en est de plus forts peut-être qui ne les reconnaissent jamais. Robert appartenait à cette seconde espèce. Il rejetait toute faute sur les autres, morts et vivants, sur Philippe le Bel, Enguerrand, Mao, sur Philippe de Valois, Eudes de Bourgogne, le chancelier Sainte-Maure. Et d'étape en étape, il ajoutait à la liste de ses ennemis sa sœur de Namur, son beau-frère de Hainaut et Jean de Luxembourg, et le duc de Brabant. À Bruxelles, il recruta un avoué véreux nommé Huy et son secrétaire Berthelot. C'était par des gens de procédure qu'il commençait à remonter sa maison. À Louvain, l'avoué Huy lui dénicha un moine de mauvaise mine et de douteuse vie, frère Henri de Sagebran, qui s'y connaissait davantage en envoûtement et pratiques sataniques qu'en litanie et œuvres de charité. Avec frère Henri de Sagebran, l'ancien pair de France, se souvenant des leçons de Béatrice d'Hirson, baptisa des poupées de cire et les perça d'aiguilles en les nommant Philippe, Sainte-Maure ou Mathieu de Trie. « Et celle-là, vois-tu, soigne-la bien. Perce-la depuis la tête tout le long du corps, car elle s'appelle Jeanne, la boiteuse reine de France. Ce n'est point vraiment la reine, c'est une diablesse. » Il se fournit aussi d'une encre invisible pour écrire certaines formules qui, tracées sur un parchemin, procuraient le sommeil éternel. Encore fallait-il que le parchemin fût glissé dans le lit de qui l'on voulait se débarrasser. Frère Henri de Sagebran, chargé d'un peu d'argent et de beaucoup de promesses, partit pour la France, tel un bon moine mendiant, avec sous son froc une grosse provision de parchemin à dormir. Gilednel, de son côté, racolait des meurtriers à solde, des voleurs par vocation, des échappés de prison, gaillards à gueule basse, auxquels le crime répugnait moins que le travail à la journée. Et quand Gilet en eut fait une petite troupe bien instruite, Robert les envoya au royaume de France avec mission d'agir de préférence pendant les grandes réunions ou fêtes. Les dos offrent au couteau des cibles faciles quand tous les yeux sont tournés vers l'hélice, ou toutes les oreilles tendues pour écouter prêcher croisade. À courir les routes, Robert avait maigri. La ride s'enfonçait davantage dans les muscles de sa face, et la méchanceté des sentiments qui l'animaient du réveil au soir, et jusque dans ses rêves, avait donné à ses traits leur expression définitive. Mais en même temps, l'aventure lui rajeunissait l'âme. Il avait l'amusement de goûter en ces pays nouveaux à des nourritures nouvelles, à des femmes nouvelles aussi. Si Liège l'expulsa, ce ne fut pas pour ses méfaits anciens, mais parce que son gilet lui-même avait transformé une maison louée à un certain sieur d'Argenteau en vrai repère de folieuse, et que le bruit qui s'y faisait gâtait le sommeil du voisinage. Il y avait de bons jours, il y en avait de mauvais, comme celui où il apprit que le frère Henri de Sagebran, avec ses parchemins à dormir pour l'éternité, s'était fait arrêter à Cambrai, et cet autre jour où l'un de ses meurtriers à solde reparut pour lui annoncer que ses compères n'avaient pu les passer Reims et moisissaient à présent dans les prisons du roi Trouvé. Puis Robert tomba malade, de la plus sotte façon. Étant réfugié dans une maison en bordure d'un canal où se déroulaient des joutes d'eau, la curiosité lui fit passer la tête jusqu'au col à travers une nasse à poissons qui masquait la fenêtre. Il se poussa si bien qu'il ne put se retirer qu'après de longs efforts, en s'arrachant le cuir des joues au grillage de la nasse. L'infection se mit dans les écorchures, et la fièvre bientôt le saisit, dont il grelotta 4 jours, tout près de trépasser. Dégoûté des marches flamandes, il se rendit à Genève. Traînant ses chausses le long du lac, ce fut là qu'il apprit l'arrestation de la comtesse de Beaumont, son épouse, et de leurs 3 enfants. Philippe VI, par représailles contre Robert, n'avait pas hésité à enfermer sa propre sœur, d'abord au donjon de Nemours, puis à Château-Gaillard. La prison de Marguerite. Vraiment, la Bourgogne prenait bien sa revanche. De Genève, voyageant sous un nom d'emprunt et vêtu comme un quelconque bourgeois, Robert gagna Avignon.
Il y resta 2 semaines, cherchant à intriguer pour sa cause. Il trouva la capitale de la chrétienté débordante de richesses et de plus en plus dissolue. Ici, les ambitions, les vanités, les vices ne s'adoubaient pas d'une cuirasse de tournoi, mais se dissimulaient sous des robes de prélat. Les signes de la puissance ne s'étalaient pas en harnais d'argent ou en aumes empanachés, mais en mitres incrustés de pierres précieuses, en ciboires d'or plus lourds que des hanapes de roi. On ne se défiait point en bataille, mais on se haïssait en sacristie. Les confessionnaux n'étaient pas sûrs. Et les femmes se montraient plus infidèles, plus méchantes, plus vénales que partout ailleurs, puisqu'elles ne pouvaient tirer noblesse que du péché. Et pourtant, nul ne voulait se compromettre pour l'ancien pair de France. On se rappelait à peine l'avoir connu. Même dans ce bourbier, Robert apparaissait comme un pestiféré, et la liste de ses rancunes s'allongeait. Toutefois, il eut quelque consolation à constater, en écoutant les gens, que les affaires de son cousin Valois étaient moins brillantes qu'on eût pu le croire. L'Église cherchait à décourager la croisade. Quelle serait, une fois Philippe VI et ses alliés embarqués, la situation de l'Occident laissée à la discrétion de l'empereur et du roi anglais? Si jamais ces 2 souverains venaient à s'unir, déjà le passage général avait été reculé de 2 ans. Le printemps de 1334 s'était achevé sans que rien ne fût prêt. On parlait maintenant de l'année 36. Pour sa part, Philippe VI, présidant lui-même une assemblée plénière des docteurs de Paris sur la montagne Sainte-Geneviève, brandissait la menace d'un décret d'hérésie contre le vieux pontife, âgé de 90 ans, si celui-ci ne rétractait pas ses thèses théologiques. D'ailleurs, on donnait la mort de Jean XXII pour imminente, mais il y avait 18 ans qu'on annonçait cela. « Restez vivant !» se répétait Robert. « Voilà toute l'affaire. Durer pour attendre le jour où l'on gagne. » Déjà, le trépas de quelques-uns de ses ennemis venait lui rendre l'espérance. Le trésorier Forget était mort à la fin de l'autre année. Le chancelier Guillaume de Sainte-Maure venait de mourir à son tour. Le duc Jean de Normandie, héritier de France, était gravement malade, et même Philippe VI, disait-on, subissait des ennuis de santé. Peut-être les maléfices de Robert n'avaient-ils pas été totalement inopérants. Pour retourner en Flandre, Robert prit des habits de convers. Étrange frère, en vérité, que ce géant dont le capuchon dominait les foules, qui entrait d'un pas guerrier aux abbayes et demandait l'hospitalité qu'on doit aux hommes de Dieu de la même voix qu'il eût demandé sa lance à un écuyer. Dans un réfectoire de Bruges, la tête inclinée sur son écuelle, au bout de la longue table grasse et faisant mine de murmurer les prières dont il ignorait le premier mot, il écoutait le frère lecteur, installé dans une petite niche creusée à mi-hauteur du mur, lire la vie des saints. Les voûtes renvoyaient la voix monotone sur la tablée des moines, et Robert se disait « Pourquoi ne pas finir ainsi ? La paix, la profonde paix des couvents, la délivrance de tout souci, le renoncement, le gîte assuré, les heures régulières, la fin de l'errance. » Quel homme, fût-ce le plus turbulent, le plus ambitieux, le plus cruel, n'a pas connu cette tentation du repos, de la démission? À quoi bon tant de luttes, tant d'entreprises vaines, puisque tout doit s'achever dans la poudre du tombeau? Robert y songeait de la même façon que 5 ans plus tôt, il songeait à se retirer avec sa femme et ses fils dans une tranquille vie de seigneur terrien. Mais ce sont là pensées qui ne peuvent durer. Et chez Robert, elles se présentaient toujours trop tard, à l'instant même où quelque événement allait le rejeter dans sa vocation véritable, qui était l'action et le combat. 2 jours plus tard, à Gand, Robert d'Artois rencontrait Jacob van Artevelde. L'homme était sensiblement du même âge que Robert, l'approche de la 50aine. Il avait le masque carré, la panse forte et les reins bien plantés sur les jambes. Il était fort mangeur et buveur solide, sans que jamais la tête lui tournât. En sa jeunesse, il avait fait partie de la suite de Charles de Valois à Rhodes et accompli plusieurs autres voyages. Il possédait son Europe. Ce brasseur de miel, ce grand négociant Andras était en seconde noces, marié à une femme noble. Hautain, imaginatif et dur, il avait pris grande autorité d'abord sur la ville de Gand, qu'il dominait complètement, puis sur les principales communes flamandes. Lorsque les foulons, les drapiers, les brasseurs, qui constituaient la vraie richesse du pays, voulaient faire des représentations au comte ou au roi de France, c'était à Jacob van Artevelde qu'ils s'adressaient afin qu'il allât porter leurs vœux ou leurs reproches d'une voix forte et d'une parole claire. Il n'avait aucun titre. Il était messire van Artevelde, devant qui chacun s'inclinait. Les ennemis ne lui manquaient pas, et il ne se déplaçait qu'accompagné de 60 valets armés qui l'attendaient aux portes des maisons où il dînait. Artevelde et Robert d'Artois se jugèrent, se jaugèrent du premier coup d'œil, pour gens de même race, courageux de corps, habiles, lucides,
animé du goût de dominer. Que Robert fût un proscrit gênait peu Artevelde. Au contraire, ce pouvait être aubaine pour le Gantois que la rencontre de cet ancien grand seigneur, ce beau-frère de roi naguère tout-puissant et maintenant hostile à la France. Et pour Robert, ce bourgeois ambitieux apparaissait 20 fois plus estimable que les nobliaux qui lui interdisaient leur manoir. Artevelde était hostile au comte de Flandre, donc à la France, et puissant parmi ses concitoyens. C'était là l'important. Nous n'aimons pas Louis de Nevers, qui n'est demeuré notre comte que parce qu'au Mont-Cassel, le roi a massacré nos milices. J'y étais, dit Robert. Le comte ne vient parmi nous que pour nous demander l'argent qu'il dépense à Paris. Il ne comprend rien en représentation et n'y veut rien comprendre. Il ne commande rien de son chef et ne fait que transmettre les mauvaises ordonnances du roi de France. On vient de nous obliger à chasser les marchands anglais. Nous ne sommes point opposés, nous, aux marchands anglais. Nous nous moquons bien des différends que le roi trouvé et peut avoir avec son cousin d'Angleterre au sujet de la croisade ou du trône d'Écosse. À présent, l'Angleterre, par représailles, nous menace de couper les livraisons de Célène. Ah, ces jours-là, nos foulons et tisserands ici dans toutes les Flandres n'auront plus qu'à briser leur métier et fermer leurs échoppes. Mais ce jour-là aussi, monseigneur, ils reprendront leurs couteaux et Hainaut, Brabant, Hollande, Zélande seront avec nous, car ces pays ne tiennent à la France que par les mariages de leurs princes, mais non par le cœur de leur peuple, ni par son ventre. On ne règne pas longtemps sur des gens qu'on affame. Robert écoutait Artevelde avec grande attention. Enfin un homme qui parlait clair, qui savait son sujet et qui semblait appuyé sur une force véritable. « Pourquoi, si vous devez vous révolter encore, dit Robert, ne pas vous allier franchement au roi d'Angleterre ? Et pourquoi ne pas prendre langue avec l'empereur d'Allemagne, qui est ennemi du pape, donc ennemi de la France, qui tient le pape dans sa main ? Vos milices sont courageuses, mais limitées à de petites actions, parce qu'il leur manque des troupes à cheval. Faites-les soutenir d'un corps de chevaliers anglais, d'un corps de chevaliers allemands, et avancez-vous en France par la route d'Artois. Là, je gage de vous gagner encore plus de monde. » Il voyait déjà la coalition formée et lui-même chevauchant à la tête d'une armée. « Croyez bien, monseigneur, que j'y ai souvent pensé, » répondit Artevelde, « et qu'il serait aisé de parler avec le roi d'Angleterre et même avec l'empereur Louis de Bavière si nos bourgeois y étaient prêts. Les hommes des communes haïssent le comte Louis, mais c'est néanmoins vers le roi de France qu'ils se tournent pour en obtenir justice. Ils ont fait serment au roi de France. Même quand ils prennent les armes contre lui, ils demeurent leur maître. En outre, c'est la manœuvre habile de la part de la France. On a contraint nos villes à reconnaître qu'elles verseraient 2 millions de florins au pape si elles se révoltaient contre leur suzerain, et ceci sous menace d'excommunication si nous ne payons pas. Les familles redoutent d'être privées de prêtres et de messes. C'est-à-dire qu'on a obligé le pape à vous menacer d'excommunication ou de ruine, afin que vos communes se tiennent tranquilles durant la croisade, mais qui pourra vous forcer à payer, quand l'Ost de France sera en Égypte ? Vous savez comment sont les petites gens, dit Artevelde. Ils ne connaissent leur force que lorsque le moment d'en user est passé. Robert vida la grande chope de bière qui était devant lui. Il prenait goût à la bière, décidément. Il resta un moment silencieux, les yeux fixés sur la boiserie. La maison de Jacob van Artevelde était belle et confortable. Les cuivres, les étains bien astiqués, les meubles de chêne y luisaient dans l'ombre. « C'est donc l'allégeance au roi de France qui vous empêche de contracter des alliances et de reprendre les armes. »« C'est cela même, » dit Artevelde. Robert avait l'imagination vive. Depuis 3 ans et demi, il trompait sa faim de vengeance avec de petites pâtures, envoûtes, sortilèges, tueurs à gages qui n'arrivaient pas jusqu'aux victimes désignées. Soudain, son espérance retrouvait d'autres dimensions. Une grande idée germait, enfin digne de lui. « Et si le roi d'Angleterre devenait le roi de France ?» demanda-t-il. Artevelde regarda Robert d'Artois avec incrédulité, comme s'il doutait d'avoir bien entendu. « Je vous dis, messire, si le roi d'Angleterre était le roi de France, s'il revendiquait la couronne, s'il faisait établir ses droits, s'il prouvait que le royaume de France est sien, s'il se présentait comme votre suzerain légitime. »« Monseigneur, c'est un songe que vous bâtissez là. »« Un songe !» s'écria Robert. « Mais cette querelle-là n'a jamais été jugée, ni la cause perdue. Quand mon cousin Valois a été porté au trône, quand je l'ai porté au trône, et vous voyez la grâce qu'il m'en garde. Les députés d'Angleterre sont venus faire valoir les droits de la reine Isabelle et de son fils Édouard il n'y a pas si longtemps. Il y a moins de 7 ans.
On ne les a pas entendus parce qu'on ne voulait pas les entendre et que je les ai fait reconduire à leur vaisseau. Vous appelez Philippe le roi trouvé. Que n'en trouveriez-vous un autre? Et que penseriez-vous si l'on reprenait maintenant l'affaire et qu'on vint dire à vos foulons, vos tisserands, vos marchands, vos communaux, votre comte ne tient pas ses droits de bonne main, son hommage il ne le devait point au roi de France, votre suzerain, c'est celui de Londres. Un songe en vérité, mais qui séduisait Jacob van Tartevelde. La laine qui arrivait du nord-ouest par la mer, les étoffes, rudes ou précieuses, qui repartaient par le même chemin, le trafic des ports, tout incitait la Flandre à tourner ses regards vers le royaume anglais. Du côté de Paris, rien ne venait, sinon des collecteurs d'impôts. Mais croyez-vous, monseigneur, en bonne raison, qu'aucune personne au monde puisse être convaincue de ce que vous dites, et puisse consentir à pareille entreprise? Une seule, messire. Il suffit qu'une seule personne soit convaincue. Le roi d'Angleterre lui-même. Quelques jours plus tard, à Anvers, muni d'un passeport de marchand drapier et suivi de gilets de Nesle qui portaient pour la forme quelques zones d'étoffe, monseigneur Robert d'Artois s'embarquait pour Londres.